quitte le monde du hip-hop. On va faire le grand écart. À présent, on parlait du Grand Paris Express tout à l'heure et Claire, à présent, nous parlons du machine to machine, le M2M. Et oui, alors on connaissait le B2B, on va parler maintenant du M2M. Alors je vous préviens tout de suite, à part le nom, ça n'a rien à voir. M2M, ça veut dire machine to machine, c'est-à-dire des machines ou des objets qui sont connectés, qui peuvent communiquer. Alors c'est un système qui explose ces temps-ci. Toutes les entreprises s'y intéressent, tout secteur confondu. Pour comprendre de quoi il s'agit exactement, on retrouve Malo Genquin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entre autres responsable du marché M2M à Bulle, donc qui est une société d'informatique qui a son siège au Clé-sous-Bois. Alors, pour parler du M2M, on utilise souvent le terme d'objet connecté. Finalement, qu'est-ce qu'un objet connecté ? Un objet connecté, c'est un objet qui est tout d'abord intelligent. C'est-à-dire qu'il va avoir une certaine autonomie, une capacité à déclencher des traitements par lui-même. Ensuite, il va communiquer soit avec des centrales informatiques, soit avec d'autres objets. Ça a l'air assez simple quand on vous écoute, mais je ne suis pas sûr que le grand public ait vraiment saisi cette notion. En tout cas, nous, quand on s'est posé la question en rédaction, on n'était pas bien sûr. On est allé poser la question à quelques cinquantinois. Écoutez. Machine to machine. Aucune idée. Ce serait d'un procédé de fabrication peut-être. Machine to machine, vous savez, les gens ils sont des machines actuellement. Voilà. Quelque chose, un film de science-fiction où les machines fabriqueraient des machines, je sais pas, quelque chose comme Terminator ou... Peut-être. Je sais pas, je sais vraiment pas. Aucune idée ? Aucune idée, non. Je sais pas. C'est un dialogue sans fil entre des instruments qui sont équipés d'un moyen de communiquer entre eux. Et voilà, une bonne réponse sur l'ensemble de la matinée. On a entendu de la science-fiction. Non, c'est une réalité aujourd'hui, le machine to machine, véritablement. On n'est pas dans le domaine de la science-fiction. Non, tout à fait. En fait, le machine to machine vous accompagne déjà au quotidien tout au long de votre journée. Pour commencer, quand vous êtes à la maison, vous avez certainement une box télécom, une box Internet, qui vous permet d'accéder à Internet, de téléphoner, de voir la télévision. Cette box, elle se configure toute seule. À l'époque où vous deviez installer avec un CD-ROM votre box, cette époque est révolue. Donc ça, c'est du machine to machine. Ensuite, vous sortez de chez vous, vous prenez votre voiture. Là, vous allez avoir d'autres capteurs qui vont rentrer en jeu. Votre voiture peut déjà communiquer. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent et utilisent les solutions pour détecter les zones dangereuses. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est légal. Les zones dangereuses, on a le droit. C'est légal, absolument. C'est les détecteurs de radar qui le sont un peu moins. Eh bien, ces boîtiers-là permettent à chaque conducteur de partager avec les autres leur découverte de zones dangereuses. Et là, on est aussi dans une application en place du machine to machine. Exactement. Alors justement, les entreprises en fait utilisent ce système pour optimiser leur production, leur service. C'est quelque chose qui leur est grandement utile. Est-ce que vous auriez un exemple concret pour qu'on voit mieux l'intérêt pour une entreprise ? Alors on peut citer l'exemple des distributeurs de boissons. Vous allez à la fois avoir l'intérêt pour les usagers, mais aussi pour les entreprises qui gèrent ces distributeurs. Un distributeur de boissons classique, il va se vider, et puis un technicien va venir, en général trop tôt ou trop tard, pour réapprovisionner la machine. Si ce distributeur dispose des technologies machine to machine, eh bien là, c'est la machine qui va prendre l'initiative de solliciter un technicien en lui disant « Attention, d'ici demain, je vais tomber en panne de soda, de café. Il faut que tu viennes me voir. » Donc le technicien vient juste à temps. Ce qui va permettre donc à l'entreprise qui exploite les distributeurs d'économiser sur ses coûts d'intervention sur site. De gagner du temps en fait sur le trajet. Oui. Ce qui marche aussi pas mal, c'est dans le secteur de l'énergie. Vous avez en fait notamment développé une gestion automatisée d'une mini-ferme solaire, c'est ça ? Absolument. Nous aidons et nous réfléchissons avec un fabricant français de panneaux photovoltaïques qui a constitué une offre de mini-ferme solaire destinée tout à la fois, je dirais, au marché du luxe, c'est-à-dire des hôtels 5 étoiles proches de l'équateur, mais aussi aux écoles
qui sont dans des endroits reculés, proches du désert, donc des endroits qui ne sont pas desservis par les réseaux électriques. Eh bien, ce genre de mini-ferme solaire va permettre donc de développer l'activité. La ferme solaire, c'est non seulement des panneaux photovoltaïques, mais c'est aussi un ensemble d'équipements qui sont assez complexes, qu'il faut pouvoir superviser, suivre au quotidien. Eh bien, nos solutions, justement, permettent de suivre ça à distance, donc d'éviter d'avoir à envoyer des techniciens dans ces zones trop souvent. Et un autre avantage va être de restituer aux usagers de cette solution, donc soit des hôtels, soit des écoles reculées, eh bien, ils vont pouvoir visualiser facilement leur production électrique, voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne mal. Donc tout le monde est content. Alors, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne mal, donc ça peut être aussi, par exemple, pour une entreprise, lui permettre d'économiser sa consommation d'énergie. Par exemple, un système qui éteint automatiquement le chauffage ou les lumières si les capteurs repèrent qu'il n'y a personne dans la pièce. Exactement. Exactement. On peut imaginer la même solution également pour le domicile. C'est le même principe. Alors, j'ai noté en fait que votre société avait développé un système pour gérer des écrans aussi dans les métros. On en voit en fait ici dans les Yvelines. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce système ? Oui, bien sûr. C'est une solution pour ces fameux écrans LCD que vous trouvez dans le métro, dans les gares, dans les gares région parisienne. Voilà. Ce sont des écrans publicitaires de nouvelle génération qui donc transportent des flux numériques. Pour ceux qui ne fréquentent pas le métro. Voilà, absolument. Donc là, vous voyez sur la gauche, d'ailleurs, un de nos développeurs tout fier d'avoir développé la solution. Donc ce que l'on fait dans ce cas-là, ça ne se voit pas, hein, c'est la technologie transparente, c'est tout ce qui va permettre de téléopérer, téléadministrer ces écrans publicitaires à distance. Alors, pour bien comprendre, en fait, vous nous avez préparé, un schéma explicatif. On va peut-être le voir du coup à l'écran. Dans un instant, oui, pour bien comprendre comment cela fonctionne. Voilà. Alors, au niveau de la technique, vous avez donc différentes étapes. Vous pouvez un peu nous expliquer. Ça part des capteurs. Absolument. Des capteurs et des actionneurs que l'on va trouver aussi bien dans l'habitat, au bureau, dans votre véhicule, dans des camions. Je dis bien capteur et actionneur, puisqu'on peut non seulement mesurer des événements, mais on peut aussi déclencher des actions. Après ces équipements-là, on va souvent trouver des concentrateurs qui vont concentrer précisément les mesures de température par exemple, sur un quartier, sur une ville, et qui vont remonter cette information-là vers des centres informatiques où se trouve la véritable intelligence de traitement des informations. Le transfert des informations se fait au travers de réseaux de télécommunications, nécessairement, aussi bien des réseaux fixes, ça peut être votre réseau ADSL, des réseaux de fibre optique, ça peut être aussi des réseaux mobiles, bien sûr, et également des réseaux satellitaires. Imaginez un cargo en plein milieu de l'Atlantique, on peut difficilement lui connecter une box ADSL. Donc on arrive aux centrales informatiques, c'est là que toutes ces informations volumineuses, on va parler de big data, vont être agrégées, filtrées, traitées. On va leur donner du sens, on va les valoriser pour ensuite les mettre à disposition des exploitants. Alors on peut imaginer par exemple que ce soit les exploitants de ces fameux écrans publicitaires. On peut imaginer que ce soit une ville qui va optimiser son trafic multimodal en fonction des événements, des bouchons, des incidents, des événements sportifs ou culturels qui sont parfois imprévisibles. Et pour exploiter facilement ces données, on va avoir des interfaces graphiques aussi bien sur des ordinateurs classiques que sur tous ces nouveaux devices que sont les smartphones, les tablettes et la télévision connectée, bien sûr. Alors on peut revoir juste la précédente carte, le petit schéma explicatif que l'on vient de décrypter pour bien comprendre. C'était la carte juste avant. Si en régie on arrive à rattraper cette carte. Et puis dans un instant, on va aussi faire un point avec un reportage qui va nous montrer une application concrète. On va se rendre sur le terrain. Voilà, on va se rendre donc au relais. Vous allez voir en fait que le M2M leur permet de gagner en efficacité, notamment sur la tournée. Au relais de Chanteloup-les-Vignes, on récolte 15 à 16 tonnes de vêtements chaque jour.
Ici, on trie à la main le linge à recycler ou à redistribuer un peu partout dans le monde. Au premier abord, une entreprise bien loin des technologies de pointe, et pourtant. Depuis quelques années déjà, le relais utilise le M2M, le machine to machine, un système qui permet à des objets de collecter, envoyer et traiter des données sans intervention humaine. Alors en fait on a une balise dans le véhicule sur la partie avant et donc on a une transmission de données et donc grâce à ce retour-là, on va avoir, grâce au logiciel, l'information sur les coordonnées XY avec l'heure précise. La quinzaine de véhicules est géolocalisée, les trajets connus en direct, tout comme l'avancée de la collecte. Donc voici le planning journalier de la collecte avec l'ensemble de nos véhicules qui sont donc notés sur le côté gauche. Chacun a donc un certain nombre de collecteurs à vider dans la journée. Lorsque le collecteur donc, est vidé, la case est grisée, donc on connaît donc l'avancement de la tournée. Et puis donc tous ceux en orange sont des collecteurs restants à vider. Autre application du M2M, des sondes cachées dans les containers. Le système nécessite encore d'être rodé, mais devrait permettre à terme de connaître le taux de remplissage et d'organiser la collecte plus intelligemment. Ça nous permet d'économiser, de gagner du temps, de rationaliser nos tournées. Quand on parle de rationalisation, on est du coup sur moins de déplacements, donc en coût et puis en bilan carbone, c'est évidemment meilleur. Au relais, le M2M permet donc de gérer la flotte et la collecte, mais de nombreuses autres applications sont possibles, économie d'énergie, gestion de stock ou même maintenance de cœurs artificiels. Le M2M englobe tous les secteurs. On espère que le M2M, le machine to machine, c'est un peu moins abstrait pour vous à présent. Nous avons le responsable du marché M2M pour la société Boule, donc qui est implanté au Clé-sous-Bois sur ce plateau. On peut parler d'un véritable développement, un boom dans les années à venir, notamment pour l'entreprise Boule, avec plusieurs milliers d'euros sur le développement du chiffre d'affaires. Vraiment quelque chose de véritablement important. Plusieurs millions même. Plusieurs millions, effectivement, j'ai même sous-estimé, vous voyez. Donc justement, en fait, ce développement, qu'est-ce qui est envisagé dans le futur? Vous avez pas mal de projets à venir, c'est ça? Oui, absolument, ça foisonne. On peut citer quelques projets particulièrement intéressants autour de l'habitat intelligent et la capacité des maisons du futur à s'adapter à vous plutôt que l'inverse. On peut aussi citer l'agriculture 2.0 avec une aide aux fermiers pour exploiter bien leur cheptel, par exemple. Il y aura aussi l'aide à la jardinerie de manière très concrète, c'est-à-dire qu'on va avoir des capteurs dans votre plante préférée pour savoir s'il faut l'arroser, rajouter des engrais. Des plantes bioniques à l'avenir alors. Absolument, absolument. Des plantes bioniques, des moutons bioniques qui nous alerteront qu'il faut venir s'occupper d'eux. C'est un petit peu ça l'avenir du M2M. On peut le voir comme ça. Voilà. Schématiser un petit peu. Et puis il y aura bien sûr tout ce qui est santé, qui est un territoire extrêmement prometteur. Merci d'être venu nous parler de ces différentes technologies sur le plateau. Claire, on continue la chronique de l'Écho avec les infos en plus. Oui, alors tout d'abord, la fusion complète de Fiat et Chrysler qui est attendue en 2014. Alors le patron de Fiat, Sergio Marchionne, si je prononce bien, a fait cette annonce dimanche dernier. Donc ça ne s'est pas passé au siège français à Trappes, mais c'était en Italie. Fiat est déjà actionnaire à 60% et selon monsieur Marchionne, les 40% restants ne seraient plus qu'une question d'argent. Le but affiché, réorienter la stratégie du groupe vers le haut de gamme. Fiat ou Chrysler, excusez-moi, quelle marque restera-t-il? Il a annoncé en fait qu'il n'avait pas encore pensé au futur de notre groupe, donc ça reste à découvrir. Vous avez appris l'italien? Non, vous n'avez pas une formation en italien à non, tout hasard? Un bilan sur le travail intérimaire à présent. Oui, alors c'est un bilan assez morose tout de même. On a eu les chiffres du baromètre Prisme Emploi. Il montre que par rapport à décembre 2011, le mois de décembre dernier, a eu une chute de 11,9% en termes d'effectifs d'intérimaires. C'est une baisse à relativiser puisque ça reste une chute un peu moindre que le reste de l'Île-de-France où on a perçu une baisse de 13,2%. Donc ces chiffres restent tout de même préoccupants puisqu'on considère l'intérim comme un indicateur du marché de l'emploi et en général, ça préfigure les tendances du recrutement.
Et pour terminer ces infos en plus, résultat du concours de l'entreprise numérique artisanale, prix décerné le 5 février, il y a quelques jours. Vous allez nous donner le palmarès très brièvement. Alors c'est un sujet donc un peu plus joyeux, ça a récompensé donc des entreprises artisanales des Yvelines qui utilisent le numérique pour développer leur activité. Donc ils concouraient dans 3 catégories. Tout d'abord l'usage numérique pour l'affirmation et la promotion de l'entreprise. Donc c'est tout ce qui est site internet, etc. On voit là en image donc le site qui a été récompensé, qui est d'Élise Anderegg. Deuxième catégorie, c'est l'usage numérique en gestion d'entreprise, qui peut être par exemple télédéclaration ou plan comptable, qui revient à Eradom. Et enfin, l'usage numérique en production, qui revient à Deep Vision SAS, en système d'imagerie. Et les 3 entreprises ont remporté 1 000 €. L'agenda, très brièvement, s'il y a une date à retenir. Alors, ce qu'il y a une date à retenir, on peut parler en fait de 2 ateliers qui peuvent préparer à la semaine de l'emploi. Donc, c'est l'atelier sur l'importance du look, qui sera donc à la Cité des métiers de Trappes à 9h30 demain. Et enfin, toujours à la Cité des métiers, un atelier CV et lettres de motivation. Ce sera lundi de 14 à 16h. Merci Claire. Voilà, on va vous arrêter sur votre lancée. Merci. Dans un instant, à la suite de cette édition du 7-8, nous parlerons santé, comment accompagner les familles d'enfants malades. Nous en parlerons avec la directrice de l'hôpital pédiatrique de Bullion. Auparavant, le Nouvel An chinois, c'est en ce moment et nous y avons forcément consacré ce reportage. Dimanche 10 février marquera le début du Nouvel An chinois, ou plutôt Nouvel An lunaire, puisque tous les peuples d'Asie célèbrent cet événement symbolique, le passage au premier jour du premier mois du calendrier chinois. Comme chaque année, la nouvelle année, c'est bonne santé, réussite et prospérité, quoi. On espère qu'avec la nouvelle année, on chasse tous les mauvais esprits et d'emmener tout ce qui est de bien pour l'année qui arrive. Si les vœux asiatiques pour la nouvelle année restent les mêmes que la communauté française, le poids des traditions spirituelles n'est pas le même. Comme pour le président de l'amicale vietnamienne de Saint-Quentin-en-Yvelines. Père de 3 enfants et bientôt 3 fois grand-père, il fêtera dès samedi soir et durant 3 jours l'arrivée de la nouvelle année en présence de tous les membres de sa famille. Dans la cérémonie, on demande les génies de la terre, les génies de la maison, de laisser passer les ancêtres. Le premier jour des célébrations, sa femme cuisinera uniquement des plats végétariens et des plats réservés aux génies invoqués ainsi qu'aux ancêtres. À la fin des 3 jours de repas, ils inviteront leurs ancêtres à rentrer chez eux lors d'une dernière cérémonie. Après les festivités familiales, le couple de Vietnamiens se réunira avec la communauté saint-quentinoise le 2 mars pour un dîner dansant du Nouvel An lunaire. Près de 146 familles adhèrent à cette amicale qu'ils ont cofondée à leur arrivée à Montigny-le-Bretonneux il y a 30 ans. Toujours nourris par l'envie de se regrouper entre compatriotes parfois réfugiés et de perpétuer leur culture, ils proposent des activités typiques, cours de vietnamien pour adultes et enfants, danse de salon et séances de tai chi ou qigong, des gymnastiques du corps et de l'esprit. Alors, bonne année du serpent d'eau!